va passer à l'ophtalmologie. Et donc, Nathalie Cassou, qui est présidente de l'association des ophtalmologues européens, va nous faire un topo sur les rétinoblastomes. Et vous allez voir, il y a un lien avec le sarcome que je vous laisse découvrir. Alors, je remercie l'Académie, Bonvalot pour m'avoir invité. Donc, on va s'éloigner un petit peu du sarcome, puis on va y revenir quand même un petit peu. Et ça va me permettre de vous faire découvrir une tumeur très rare et pas toujours très bien connue, qui est le rétinoblastome, qui est un cancer rare pédiatrique. Sur l'ordinateur. Donc voilà, le rétinoblastome, c'est un cancer pédiatrique qui est une tumeur très rare. Donc l'incidence est parfaitement stable, quel que soit le VTI, et elle est calquée sur une natalité, c'est un cas pour 20 000 naissances. C'est un des premiers cancers pour lequel on a retrouvé qui était lié à une mutation. C'est une mutation qui est sur le gène RB du chromosome 13 et cette mutation va engendrer une tumeur oculaire dont je vais vous parler un peu plus en détail. Alors, dans les pays industrialisés où la natalité n'est pas, ou en tout cas a beaucoup baissé, en France il y a 60 nouveaux cas par an, vous voyez c'est quand même pas énorme. Mais le taux de guérison avoisine les 98% et c'est même 100% en France pour les enfants nés sur le territoire français. En revanche, les pays qui ont une très très forte natalité, qui sont l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, là c'est une estimation de plus de 8000 nouveaux cas par an, dont plus de 7000 vont décéder, donc le taux de décès est très 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 important et lié en général à des diagnostics tardifs, à l'absence de moyens humains, parce qu'il n'y a pas d'équipe ophtalmologiste dédiée, il n'y a pas de chimiothérapie, il n'y a pas de radiothérapie, plus des problèmes culturels de refus d'énucléation. Alors le rétinoblastome, c'est donc lié à une mutation sur un gène qui fait partie des gènes suppresseurs de tumeurs. Alors par rapport aux autres gènes suppresseurs de tumeurs comme P53 ou PTEN, le gène RB, il lui faut pour faire une tumeur une mutation sur les deux allèles. Donc la mutation du premier allèle entraîne une susceptibilité au cancer, et pas forcément d'ailleurs qu'au rétinoblastome, et une mutation sur le second allèle va entraîner la tumeur. Donc il y a deux formes, on va dire. Il y a des formes sporadiques, qui sont en général des rétinoblastomes unilatéraux, où la mutation du premier allèle se fait en somatique dans une cellule oculaire, dans un photorécepteur de la rétine. Ça entraîne ensuite une instabilité génétique et une mutation sur le deuxième allèle et la déclaration d'une tumeur dans un seul œil, donc une forme unilatérale. En revanche, il existe des formes familiales ou des formes sporadiques où le patient est porteur de façon constitutionnelle d'une mutation sur un allèle du gène RB. Ça existe aussi pour les enfants qui ont une délétion du chromosome 13. Ensuite, il y a aussi une instabilité génétique, se produit une mutation sur le deuxième allèle, et cela peut déclarer une tumeur, plusieurs tumeurs, en tout cas une forme bilatérale le plus souvent. Et donc ici, il y a donc une mutation constitutionnelle et une mutation somatique, alors que dans le cas unilatéral, ce sont deux mutations qui se produisent sur le mode somatique. Alors des mutations constitutionnelles du gène RB, il y en a beaucoup. Ça va de la mutation ponctuelle à des délétions plus ou moins importantes du gène, ce qui donne des transmissions et des phénotypes un peu différents. Alors le fait qu'il y ait deux formes, c'est très important pour la prise en charge. Car la forme sporadique où il n'y a pas de mutation constitutionnelle, il y a très peu de risque de tumeur, or faire un rétinoblastome dans en général un seul œil. Par contre, les formes où il y a une mutation constitutionnelle, ces patients-là ont en général des rétinoblastomes bilatéraux, c'est le cas-là, avec plusieurs tumeurs dans chaque œil, et ils ont également une susceptibilité à faire un autre cancer. Alors, souvent ils font des sarcomes en territoire irradié, je vais y revenir. Ils peuvent faire également des sarcomes, des ostéosarcomes, des rhabdomyosarcomes,
des leucémies, des carcinomes à un âge plus jeune que la moyenne des gens. Et donc ce sont en général donc, des formes bilatérales. Donc ça influence la prise en charge thérapeutique, ces deux formes, et le traitement doit évidemment éviter absolument d'augmenter le risque de deuxième cancer. Alors le diagnostic de rétinoblastome, il est uniquement clinique, vous allez hurler sous pouce là, parce qu'on ne biopsie pas. On ne biopsie pas ce type de tumeur parce qu'on a un gros risque d'ensemencer le trajet de biopsie et qu'on aura une récidive orbitaire qui sera catastrophique. Pour des équipes entraînées et des ophtalmos qui connaissent bien ça, il n'y a pratiquement pas de diagnostic différentiel, c'est pour ça qu'il faut pas cette biopsie. Le diagnostic, c'est une urgence. Et donc là, il y a un vrai problème de dépistage parce que il y a les signes précurseurs de rétinoblastome qui sont la leucocorie et le strabisme, sur lequel je vais revenir, sont négligés de la plupart des professionnels de santé, y compris de la petite enfance et des pédiatres, voire même de certains ophtalmologistes. Et c'est une prise en charge qui doit être urgente parce que c'est une tumeur qui est extrêmement agressive, qui croît très vite. Et il faut que l'enfant soit pris en charge dans un centre de référence, je vais y revenir. Et tout retard à la prise en charge, comme ce sont des tumeurs qui grossissent très vite, ça fait très rapidement basculer un enfant qui peut avoir un traitement conservateur de l'œil à un traitement non conservateur. Donc le premier signe d'appel, c'est la leucocorie, donc c'est un reflet blanc ou argenté dans la pupille sur des photos prises. Alors soit c'est vu à l'œil nu, soit c'est des photos prises avec un smartphone avec le flash. Et cette leucocorie est souvent sous-estimée par les professionnels de la petite enfance, par les pédiatres, qui vont rassurer faussement les parents. Et il y a une association américaine qui a mis en place des applications smartphone, Android ou iPhone, pour détecter précocement la leucocorie. Alors la leucocorie, ce n'est pas un signe exclusif de rétinoblastome, mais c'est le signe d'une maladie grave ophtalmologique. Le strabisme, c'est pareil, il est présent dans un peu moins, dans à peu près 20% des cas, mais c'est classique dans la tête des pédiatres et de certains ophtalmos, que c'est normal d'avoir un strabisme jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est faux. Les enfants petits ont une errance du regard, mais quand on leur demande de fixer, ils fixent avec les deux yeux. Si on a un seul œil qui fixe tout le temps et un seul œil en déviation permanente, c'est très pathologique, même sur un enfant de 2 mois, et ça doit aboutir à un fond d'œil en urgence. Donc toute suspicion clinique entraîne une prise en charge urgente dans un centre spécialisé. Alors pourquoi il faut un centre spécialisé? Parce que comme vous voyez, on travaille en équipe multidisciplinaire. On a besoin d'ophtalmologistes qui connaissent la maladie, donc aux pédiatres, des anesthésistes qui savent endormir des enfants parfois de quelques jours, des radiologues interventionnels, des pathologistes qui connaissent également très bien et des généticiens. Et donc lorsqu'on prend en charge un enfant, on fait un interrogatoire de la famille pour voir si c'est pas un cas familial. On examine l'enfant sous anesthésie générale, puisque ce sont en général des enfants de moins de 5 ans, avec une échographie, une IRM oculaire pour nous donner des arguments quand même diagnostiques. Ensuite, on fait un entretien d'annonce avec les parents, on décide la stratégie thérapeutique avec les pédiatres et en général la RCP. Alors, si je reprends un tout petit peu l'histoire, vous allez comprendre pour quelles raisons. Malgré les techniques d'énucléation qui ont été mises en place au XVIIIe siècle, alors je vous précise que en ophtalmo, quand on dit énucléation, on veut dire énucléation de l'œil. Donc la survie est restée quand même très longtemps inférieure à 30%. Un peu avant la guerre, en 1914, Axenfeld va introduire la radiothérapie externe et 3 ophtalmologistes, Moore, Stallard et Ries, vont introduire cette radiothérapie externe comme premier traitement conservateur du rétinoblastome. En 1936, un autre ophtalmo, Stallard, va introduire ce qu'on appelle la curithérapie de contact par disque radioactif. Ensuite, il y a d'autres traitements locaux qui vont être mis en place. Et en 1990, sont décrits dans la littérature les premiers cas de sarcome en territoire irradié et qui vont s'accumuler. C'est-à-dire que c'est un vrai problème. Donc, du fait de l'apparition de ces sarcomes radio-induits, la chimiothérapie a été développée par Murphy en 1996 et elle s'est rapidement généralisée. C'est devenu une sorte de gold standard pour lequel on va associer d'autres traitements à la chimiothérapie.
En 99, donc les innovations thérapeutiques, c'est l'injection intra-artérielle de chimiothérapie, c'est-à-dire l'injection locale de chimio par l'artère ophtalmique. Et également plus récemment, l'injection directe dans l'œil de la chimiothérapie. Alors ça, c'est selon différents stades. Donc ça, c'est une petite tumeur facile d'accès, facile au traitement, mais qu'on ne diagnostique en général que dans les cas familiaux où on demande un examen ophtalmologique dans les jours qui suivent la naissance. Ensuite, c'est des formes plus avancées, alors il y a une classification que je vous passe, et puis des formes qui sont soit endophytiques avec un décollement de rétine totale, soit exophytiques avec une colonisation de la cavité vitrée par les cellules tumorales. Donc la prise en charge, elle dépend de la classification qu'on aura fait, du fait que l'atteinte soit uni ou bilatérale, et on dispose d'un arsenal thérapeutique qui va de l'énucléation, qui concerne en général encore beaucoup de formes unilatérales parce qu'elles arrivent à un stade trop évolué, la chimiothérapie systémique, la thermochimiothérapie, je vais vous expliquer, la thermothérapie, la cryoapplication, la chimiothérapie intra-artérielle, je vais vous expliquer aussi, l'irradiation par la brachythérapie ou curithérapie de contact, la chimiothérapie intravitréenne et l'irradiation externe, mais qui, aujourd'hui, enfin en tout cas dans les pays industrialisés, est évitée au maximum. Alors le problème en ophtalmo et sur ce cancer particulièrement rare, c'est qu'il n'y a pas d'evidence-base, il n'y a pas d'études randomisées qui comparent tel traitement. C'est souvent des études rétrospectives qui sont souvent très très biaisées, donc chaque équipe a un petit peu sa recette, et la polémique qu'on a actuellement, et on s'est beaucoup engueulé avec au dernier congrès international d'oncologie oculaire, ça porte sur faut-il ou pas conserver des rétinoblastomes unilatéraux en prenant un risque de risque métastatique. Parce que notre but à nous, je me semble, le premier but c'est sauver la vie de l'enfant, si on peut sauver le globe et éventuellement sauver la vision. Mais il ne faut pas vouloir absolument sauver un globe oculaire en engageant le pronostic vital par l'augmentation du risque métastatique, par des effets secondaires et des cancers induits, un traitement très très lourd qui va retentir psychologiquement quand même sur l'enfant. Donc l'équipe pluridisciplinaire, j'en ai déjà parlé. Donc les progrès thérapeutiques, ils ont quand même montré que sur le pronostic, en tout cas en France, il n'est pas engagé sur le plan vital. Tous les enfants qui sont nés sur le territoire français depuis plus de 20 ans ne font pas de métastases. On a des métastases pour des enfants qui viennent d'ailleurs ou de pays justement qui n'ont pas les traitements. Par contre, le pronostic vital, fonctionnel, je veux dire, donc visuel, il va dépendre du caractère uni ou bilatéral, de la possibilité de conserver au moins un des deux yeux et de la position des tumeurs dans chaque œil. La radiothérapie externe, donc, qui a été le traitement de référence dans les années 90, donc outre les complications esthétiques que vous pouvez voir, l'atrophie du massif facial, des complications oculaires comme la cataracte, une sécheresse oculaire très très importante, il existe un risque très important, comme vous le voyez, jusqu'à 60% de deuxième cancer en territoire irradié. Et ça a été montré par une très grosse étude avec un très très long recul du Mémorial de New York. Et bien sûr, il faut éviter les rayons le plus possible. Alors à Curie, on a fait également une étude moins ambitieuse que celle des Américains, mais qui montre quand même que lorsqu'on reprend les patients qui ont une mutation constitutionnelle, donc un radioblastome le plus souvent bilatéral, qui ont été traités par radiothérapie externe entre 1968 et 2010, sachant qu'en 2010, il n'y a pratiquement pas d'enfants traités. Par contre, en 68, il y en a eu quand même beaucoup. On a donc étudié 219 patients. Et donc, sur ces patients, 23,7% des patients ont développé un sarcome en territoire irradié. Alors, c'est le plus souvent des sarcomes indifférenciés, des ostéosarcomes, quelques léomyosarcomes, quelques rhabdomyosarcomes, et puis quelques autres tumeurs. Vous voyez que les délais, le décalage entre la tumeur oculaire et l'apparition du sarcome est parfois très long. Et parfois, ces sarcomes apparaissent après comme second cancer ou comme troisième cancer.
Alors, la médiane les médianes de survie sont... Alors, dans les sarcomes indifférenciés, elles ne sont pas très bonnes, elles sont meilleures dans les ostéosarcomes. Et l'expérience prouve que si le sarcome répond à une chimiothérapie préalable, les chances de survie, d'abord on peut essayer d'opérer, et les chances de survie sont meilleures que s'il y a aucune réponse à la chimio. Mais ça dépend aussi du diagnostic, parce que plus le diagnostic est précoce, et meilleure est la survie. Donc on a mis en place une politique de prévention, c'est-à-dire déjà de ne plus faire de rayons, et surtout on essaye de faire un dépistage annuel de tous les enfants irradiés par une IRM annuelle du massif facial pour essayer d'avoir des diagnostics plus précoces. Là vous avez une histoire assez caractéristique, on va dire. Donc d'une femme née en 1990 d'une mère qui avait déjà été traitée pour un rétinoblastome bilatéral dans l'enfance. Elle a été traitée avec un petit peu de retard, et donc elle présente un rétinoblastome bilatéral, qui donc à l'époque a été traité par irradiation externe conventionnelle. En 2009, elle fait un ostéosarcome de haut grade du fémur. Donc elle est traitée par chimiothérapie, puis une chirurgie qui consiste à l'exérèse et mettre une prothèse. Je ne me lance pas sur le détail. Et une chimiothérapie post-opératoire, et elle se sort de ce sarcome. En 2010, elle fait un sarcome des parties molles différenciées en territoire irradié. Et vous voyez que c'est cette femme, ici c'est une prothèse, ici c'est l'œil qui lui reste. Donc elle a eu une chimiothérapie première, elle a à peu près répondu à la chimiothérapie, ensuite elle a eu une exérèse, donc une exentération élargie d'une grosse partie du massif facial, incluant le seul œil qui lui restait, et une chimiothérapie post-opératoire. Elle s'en sort, et après tout ça, en 2015, elle rencontre un compagnon, elle fait un bébé qui est porteur de la mutation, et qui, au moment où je vous parle, est en traitement pour un rétinoblastome bilatéral. Un autre exemple d'un ostéosarcome en territoire irradié, vous voyez, c'est le même problème. Là, il y a une prothèse, donc là, il y a le meilleur œil. Ce jeune homme qui avait 17 ans ou 18 ans a reçu de la chimiothérapie, mais il a refusé l'intervention, et étant donné que ça allait supprimer le seul œil qui lui restait, et donc il a décédé de métastases. Alors pour revenir sur les différents traitements, le traitement non conservateur, c'est donc l'énucléation de l'œil. On l'utilise encore pour les rétinoblastomes unilatéraux très avancés, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun potentiel visuel, s'il y a des complications qui sont un glaucome néovasculaire, de la tension et un risque même de métastase, il vaut mieux énucléer que de vouloir conserver à tout prix un œil non-voyant. C'est la politique. Il arrive qu'on soit obligé aussi d'énucléer des formes bilatérales quand c'est vraiment très asymétrique, comme là il y a un rétinoblastome extrêmement évolué, alors que là il y a une toute petite tumeur qui sera facile à traiter. Et on peut amener à énucléer par échec des traitements conservateurs. Alors c'est quoi des formes évoluées? C'est des formes par exemple comme ici où la tumeur elle est tellement énorme dans le globe oculaire et qu'elle a démarré probablement in utero, qu'elle a tiré sur les structures oculaires et qu'elle a donc un gros œil hyper tendu qu'on appelle une buphtalmie. Et sur celui-là, donc là aussi on voit la tumeur derrière, là, ça remplit tout le globe oculaire. Il y a un glaucome néovasculaire, ça ce sont des yeux qui n'ont pas de potentiel visuel, il vaut mieux les énucléer. La technique d'énucléation, elle doit être classique certes, mais prudente, parce qu'on n'a pas le droit ni de perforer, ni d'avoir une rupture sclérale, parce que si on ensemence l'orbite, c'est la catastrophe. Donc, et il faut aussi qu'on soit en R0, donc il faut qu'on sectionne le nerf optique le plus loin possible, et ce n'est faisable qu'avec cet instrument qui s'appelle un cerneux, pour que les oreilles l'utilisent aussi pour enlever l'amygdale. Ça marche très bien. Et ensuite, on va équiper la cavité orbitaire. Donc, ça sont les muscles oculomoteurs qui sont pris sur des fils de suture. On utilise un implant soit en hydroxyapatite, soit en biocéramique, recouvert de vitrine, sur lequel on va rattacher les muscles. Ensuite, on referme la conjonctive. Et on peut ensuite équiper l'enfant dès 4 semaines avec une prothèse oculaire qui va être adaptée au fil du temps à la croissance de l'enfant et qui donne un résultat esthétique très satisfaisant. Alors ensuite, une fois qu'on a énucléé, on va analyser le globe oculaire, puisque en fonction des résultats histologiques, on a un risque plus ou moins important de métastase.
Le risque le plus important de métastase, c'est si la tranche de section du nerf optique est envahie malgré le fait qu'on ait la couper le plus possible, ou qu'on a un envahissement des gaines méningées, ou qu'on a un envahissement extrascléral. Donc dans ce cas-là, l'enfant est traité par chimiothérapie lourde et autogreffe de moelle osseuse, et il faut y rajouter une radiothérapie orbitaire. Le risque moyen, c'est un envahissement rétrolaminaire, mais avec une tranche de section saine, ou un envahissement massif de la choroïde. Dans ces cas-là, la chimiothérapie est discutée dans certaines équipes, mais en France, elle est faite systématiquement. Et puis, s'il n'y a pas de facteur de risque, il n'y aura pas de chimiothérapie post-opératoire. Alors, il y a une technique qui a été mise au point, alors ça vient d'Afrique du Sud, mais ça a été mis en place à Curie. C'est une curithérapie orbitaire, donc c'est pour éviter l'irradiation externe. Donc, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais c'est faisable. Ce sont des lignes d'iode radioactif, vous voyez ça, avec un disque diode par-dessus. Et donc, vous voyez que la dosimétrie, on va irradier totalement le contenu orbitaire, mais, alors certes, il y aura quand même un peu d'os qui sera irradié, mais beaucoup moins que si on faisait l'irradiation externe conventionnelle. Le traitement conservateur, ça consiste à, c'est utilisé dans tous les rétinoblastomes bilatéraux, parce que là, les deux yeux sont atteints, donc de toute façon il faut essayer d'en sauver au moins un des deux, et les rétinoblastomes unilatéraux qui ne sont pas suffisamment avancés, donc qui sont accessibles à un traitement conservateur. Et donc là, on utilise la chimiothérapie qui peut être utilisée soit par voie intraveineuse, soit par voie intra-artérielle, et ça c'est nouveau, je vais juste vous montrer. Et on a à Curie une étude randomisée qui étudie ces deux bras, et c'est la seule étude dans le monde, il n'y a aucune étude randomisée dans le monde qui compare ces deux types de traitements, et on verra un petit peu si c'est comparable ou si c'est lequel est le meilleur. Et puis il y a des traitements oculaires qui sont adaptés à chaque tumeur de chaque œil et qui peuvent être, je vais vous montrer, voilà. Donc par exemple, ici vous avez un traitement conservateur, donc une chimiothérapie première de réduction tumorale, tumeur initiale, après réduction par chimiothérapie, ensuite thermothérapie transpupillaire qui va en donner une cicatrice parfaitement atrophique et contrôlée. On peut aussi utiliser la thermothérapie seule, donc c'est une hyperthermie au laser diode, c'est pour chauffer la tumeur. C'est des tumeurs qui ne doivent pas excéder 3 mm et qui sont postérieures à l'équateur, c'est-à-dire accessibles au laser. Et c'est un laser diode en mode continu, ça marche très bien. Si par contre on a une tumeur qui excède ces 3 mm, c'est-à-dire des tumeurs qui sont entre 10 et 12 mm, la thermothérapie seule ne va pas suffire, donc on associe une injection intraveineuse de carboplatine, parce qu'on a montré qu'il y avait une synergie entre carboplatine et la thermothérapie. Donc on injecte 1 heure avant du carboplatine, l'enfant descend au bloc opératoire et on fait la thermothérapie dans l'heure qui suit le carboplatine, ce qui est voilà, très efficace. Après, certaines tumeurs, par exemple ici vous avez une tumeur rétinienne avec ce qui est ici un début d'ensemencement du vitré. Alors l'ensemencement du vitré c'est un vrai problème, dont je vais vous parler après. Ici il est localisé, donc ce qu'il faut qu'on puisse faire c'est traiter cette zone. Donc là, la curithérapie par disque diode est efficace. L'avantage, c'est que le disque est un disque d'or, donc il arrête complètement le rayonnement, donc il protège parfaitement les structures orbitaires et l'os orbitaire. Il va irradier que vers la tumeur. Alors, c'est pas 80 degrés qu'on met parce que ça c'est un schéma de mélanome, mais on met 45 degrés, donc il y a assez peu de diffusion dans le reste de l'œil. Donc ça donne très bons résultats sur certaines tumeurs. Le problème principal que l'on a avec le rétinoblastome, c'est que la chimiothérapie est très efficace sur les tumeurs très vascularisées. Elle est moins efficace sur ce qui est là un ensemencement sous-rétinien, dans un décollement de rétine. Et lorsque l'on a terminé la chimiothérapie et la thermothérapie, si on ne surveille pas étroitement l'enfant, on peut passer à côté d'une rechute ici, qui est en fait liée à la migration de cellules tumorales dans le décollement de rétine initial, qui n'a pas été bien traité par la chimio, et qui entraîne une rechute locale. Donc les nouvelles approches thérapeutiques, c'est essayer de diminuer la toxicité générale de la chimio, pour éviter d'induire des deuxièmes cancers, et d'éviter le recours à l'irradiation externe. Alors le problème que l'on avait, pourquoi on irradiait par radiation externe les globes oculaires, c'est que l'atteinte du vitré n'est pas assez accessible au traitement par chimiothérapie, quelle que soit la voie, sauf à injecter la chimiothérapie directement dans l'œil. Donc il y a eu quelques publications relativement récentes qui ont montré que ça marche, mais
il faut quand même être très prudent, parce qu'il y a d'abord de plus en plus de cas de toxicité décrits, mais il y a aussi des risques de métastase, je vais vous montrer pour quelle raison. Parce que si on se lance dans un œil qui est une récidive vitréenne massive, hein, tout ça c'est la cavité vitréenne qui est complètement envahie de cellules tumorales organisées en terre, en poussière. On va injecter donc en passant derrière la cornée, on va injecter le melphalan. Mais si on injecte dans un vitré qui est plein comme ça, le risque c'est que quand on retire l'aiguille, on va ensemencer le trajet et donc on a un risque de rechute orbitaire et c'est là qu'il y a eu ces cas de métastases qui ont été décrits en particulier au Japon. Mais ça reste quand même très utile sur un patient comme celui-ci où on a une tumeur avec du vitré localisé, il n'y en a pas en haut. Donc on commence un traitement conservateur par chimio. La tumeur se réduit correctement mais pas suffisamment, puis le vitré s'aggrave. Donc on pose un disque diode. Le disque diode permet une bonne régression de la tumeur, mais le vitré est en train de s'aggraver et de s'étaler vers le bas. Donc là, soit dans le temps on aurait nucléé, ou fait une irradiation externe. Aujourd'hui, on peut proposer une injection intravitréenne en piquant loin des cellules tumorales. Et donc après injection intravitréenne, on a une calcification du vitré et une guérison. Donc la technique, elle doit être très rigoureuse. Il faut piquer absolument à l'opposé de là où se trouvent les cellules tumorales. On commence par faire une ponction de la chambre antérieure pour décomprimer l'œil de façon à ce qu'en injectant 0,1 ml de chimio, on n'ait pas de reflux. Donc il faut enlever plus que 0,1 dans la chambre antérieure. Ensuite, on va injecter et on va faire une cryoapplication du point de ponction pour être sûr de stériliser le trajet d'éventuelles cellules tumorales. L'autre thérapeutique en cours d'évaluation, c'est la chimiothérapie intra-artérielle. Donc ça permet d'amener la chimio dans l'artère ophtalmique, donc avec moins de passage systémique, et une concentration, on l'espère, meilleure dans la tumeur. Par contre, c'est moins évident dans le vitré. L'inconvénient, c'est qu'on ne traite que l'œil et donc on augmente quand même le risque de métastase dans les cas évolués. Donc c'est une technique qui a été mise au point par les Japonais. Donc c'est un radiologue interventionnel qui va cathétériser par la fémorale l'artère carotide externe. Ici, on est sur l'artère ophtalmique. Et donc vous voyez que la chimiothérapie va aller au niveau de l'œil, mais aussi au niveau du tissu orbitaire et des paupières. Il y a un petit passage systémique, mais moins évidemment que si on avait injecté un intraveineux. Donc ça c'est un exemple de cette technique. Une tumeur ici avec un ensemencement vitréen localisé. Après 4 injections intra-artérielles de melphalan, la tumeur est complètement rabougrie. Plus 5 injections intravitréennes de melphalan, ce qui a nettoyé le vitré. Donc l'enfant va très bien avec 10 mois de recul, mais vous voyez que, il faut un œil un peu ophtalmologiste on va dire, mais il y a une destruction du réseau vasculaire. Donc ça c'est le problème de ce melphalan, c'est qu'il est très toxique sur les vaisseaux. Un autre exemple, avant, après, infarct artériel. Donc les complications de ces nouvelles approches, c'est que si on utilise ces nouveaux traitements dans des formes évoluées, avec des yeux qui n'ont pas de potentiel visuel, ben on va peut-être conserver un œil, mais on prend un risque d'augmenter le risque de métastase qui est, à mon avis, pas éthique. Et ces nouvelles techniques, elles ont aussi une toxicité sur le réseau vasculaire rétinien et choroïdien. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément de recul. Mais il commence à y avoir des études qui sont en général des études japonaises, qui montrent, vous voyez, sur cette étude japonaise qui a fait des injections artérielles de melphalan sur des formes évoluées. Ils ont traité 17 yeux, ils ont eu 3 enfants qui ont eu des métastases et 2 sont décédés. Donc je crois qu'on ne peut pas se permettre, pour garder un œil, de prendre le moindre risque de métastase. Le traitement des formes bilatérales est plus évident. Il faut de toute façon chercher à sauver au moins un des 2 yeux, donc on commence par de la chimio. Donc voilà un exemple, donc un bilatéral avec une forme très évoluée des 2 côtés, il y a des tumeurs partout. Donc on commence par faire 6 cycles de 3 drogues. Au bout des 6 cycles, vous voyez que là il y a un décollement de rétine avec une rechute dans une rétine décollée, ce qui n'est pas traitable, donc là c'est a été nucléé. Ce deuxième œil est imparfaitement guéri. On rattrape cette tumeur imparfaitement guérie par des injections intra-artérielles de melphalan, ce qui améliore un petit peu la situation. Et après la fin de la prise en charge, donc on a une tumeur cicatrisée calcifiée, une rétine un peu détruite certes, mais un œil qui a été conservé, conservé au moins un des 2 yeux. Le suivi et la surveillance est très important pendant toute la prise en charge, c'est un fond d'œil par mois, et il faut 1 an sans récidive pour pouvoir espacer un suivi trimestriel. Et ça doit être prolongé, parce que le problème c'est que
parfois, 1 an après le traitement, et bien sûr, on n'a pas bien surveillé le fond d'œil, on peut passer à côté de récidives qui sont là et là, et qu'on ne pourra pas traiter si on ne les a pas prises à temps. Donc pour conclure, c'est une tumeur très rare de l'enfant, mais pour lequel il est très important d'informer les professionnels de la petite enfance et la population sur les points d'appel, en particulier le leucocorie. L'ophtalmo, il a un rôle important dans le diagnostic précoce et il faut absolument que l'enfant soit pris en charge dans un centre spécialisé, multidisciplinaire, parce que la pathologie elle est rare et c'est compliqué parce qu'il faut adapter le traitement à l'enfant, à la tumeur, etc. Donc je pense qu'il faut absolument préférer prise en charge en centre spécialisé. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie. On a vu que c'était quand même très complexe comme prise en charge, hein, et on parlait de réseau pendant la session de ce matin et de cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a comme réseau pour la prise en charge de ces tumeurs en France, hein? Ça va être très simple à expliquer. Il y a une dizaine d'années, la Société française d'ophtalmologie a convenu que, étant donné l'équipement lourd qu'il fallait, la complexité du traitement et la gravité de la pathologie, il valait mieux qu'il y ait un seul centre en France qui s'occupe de ça. L'INCa a validé, et donc le Curie est le seul centre de référence français où on traite l'ensemble des enfants du territoire français. Et en Europe, après, alors en Europe, le problème c'est que par exemple les Espagnols, quand on parlait de se mettre d'accord, ont 3 centres de rétinoblasto, ils ont une natalité moins bonne que la France, donc ils ont des centres qui traitent 3-4 enfants par an, et ils ont des résultats moins bons, et donc là ils essayent de se battre pour se regrouper en un seul centre national, mais ils n'y arrivent pas pour des problèmes politiques. Combien vous en traitez par an à peu près? 60 à 70 nouveaux cas. Pour un territoire comme la France, voilà, ça demande évidemment pour des patients, des enfants qui naissent à Toulouse, c'est compliqué. Les enfants les parents doivent s'organiser, mais ça demande une telle infrastructure. Vous avez vu, là, il faut être très multidisciplinaire, il faut un radiologue interventionnel, il faut des pédiatres, il faut des anesthésistes, enfin, il faut une grosse équipe. Donc, je ne sais pas, à mon avis, justifié de dispatcher les moyens sur le territoire. Très logique. d'autres questions? C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup de nous avoir